Bienvenue dans ce podcast sur l'expertise des régimes matrimoniaux pour les intermédiaires en crédit immobilier. Nous allons explorer, les différents régimes, des fondamentaux jusqu'aux enjeux liés aux événements de la vie, comme le divorce, le décès et même les situations internationales. Mhm, Commençons par examiner le régime légal, qui, comme vous le savez, est le cadre par défaut pour la majorité des couples. exactement. Le régime légal, c'est la communauté réduite aux acquêts. Qu'est-ce qui le caractérise en général? Ben, ce régime se fonde sur la présomption de communauté. Tous les biens acquis pendant le mariage deviennent communs, même si, en réalité, les époux ont des patrimoines propres avant le mariage ou via des donations. Il y a... Il faut surtout noter l'importance de prouver la nature propre d'un bien s'il est revendiqué comme tel, sinon il passe en communauté, ce qui peut générer une récompense lors de la liquidation. C'est vraiment crucial parce que, en cas de divorce, cette question de la récompense se transforme en une sorte de dette réciproque, n'est-ce pas? Exactement. La récompense, c'est quand la communauté s'enrichit au détriment des fonds propres apportés par l'un des époux. Par exemple, si Madame Durand utilise 100 000 euros de donation sans clause de remploi, le bien acquis va devenir commun et elle pourra réclamer, une récompense correspondant à cet apport. Mhm, d'accord. Mais et les régimes conventionnels, comme la séparation de biens ou la participation aux acquêts? Quelle différence clé peut-on relever? Ben, dans la séparation de biens, chaque époux garde la propriété de ses biens, ce qui, offre une meilleure visibilité pour le financement individuel, mais ça pose des défis en cas d'effort commun. Tandis que la participation aux acquêts, c'est un régime hybride. Pendant le mariage, c'est comme une séparation, et au divorce, il y Il y a ce a... partage de l'enrichissement net. Alors, en d'autres termes, ces régimes conventionnels offrent parfois plus de flexibilité pour structurer les crédits, mais ils peuvent rendre le calcul et la gestion plus complexes, n'est-ce pas? Exactement. La complexité se trouve dans le calcul des récompenses ou de la participation. Par exemple, le calcul dans la participation aux acquêts doit comparer le patrimoine final avec le patrimoine initial pour déterminer la créance de participation. Mhm. Cela demande une évaluation très fine, surtout quand on parle de crédit immobilier et de garantie. Et parlant de garantie, comment l'IOBSP doit-il gérer les exigences de garantie en fonction du régime matrimonial? Ah, c'est un point clé. Dans le cas du régime légal, puisque le bien est commun, l'hypothèque doit être consentie par les deux époux, ce qui, renforce la sécurité pour la banque. Pour une séparation de biens, chaque époux est responsable de ses biens, donc la garantie se fait sur sa quote-part. Il y a... Cela nécessite une analyse très précise de la propriété, notamment la vérification de l'authenticité des documents, comme l'acte de mariage ou le contrat de mariage. Il me semble donc, eux, que lors de l'audit patrimonial, l'importance de la documentation est primordiale. Le courtier doit absolument vérifier le livret de famille, les propres attestations et s'assurer de la traçabilité des fonds propres. Tout à fait. Dès le début, on doit demander les pièces d'identité, l'acte de mariage et surtout les justificatifs des apports. Par exemple, dans le cas de Madame Durand, si elle a reçu une donation, il faut l'acte Mhm. notarié et les relevés bancaires qui montrent le versement. Sans ces preuves, le montage du financement comporte un risque élevé de responsabilité pour le courtier. Et en effet, en cas de divorce ou de décès, si des erreurs subsistent dans l'analyse, la responsabilité civile du courtier peut être engagée, ce qui nous amène à la responsabilité et à la déontologie. Quelles sont les obligations déontologiques qui imposent au courtier de sécuriser son conseil? Le devoir de conseil est absolument fondamental. Le courtier doit fournir une information complète et transparente. Par exemple, expliquer que si l'apport propre n'est pas déclaré par clause de remploi, il deviendra commun et engendrera une récompense. Il Il y doit, a... documenter ses conseils dans une fiche de conseil signée et clairement archiver tout échange pour prouver son diligence. C'est très important, surtout puisque la jurisprudence, comme dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, a clairement indiqué que le courtier pouvait être tenu responsable en cas de manquement au devoir de conseil sur l'impact des apports. Exactement. Et c'est pourquoi, au niveau de la formation, on insiste sur le fait que les IOBSP doivent suivre régulièrement au moins 7 heures de formation par an, notamment sur les aspects déontologiques et de responsabilité. Mhm. Cela renforce leurs compétences et limite les risques de contentieux.
Passons un moment sur la dimension internationale. Avec l'essor des couples binationaux, comment le règlement européen 2016-UL103 influe-t-il sur ces régimes? A. Le règlement UE 2016-UL103 harmonise les règles de compétences et de loi applicables en matière de régimes matrimoniaux pour les couples ayant un lien d'extranéité. Par exemple, en l'absence de clauses spécifiques, la loi de la première résidence habituelle commune Et s'applique. Donc, pour un couple franco-allemand, c'est important de bien choisir la loi applicable pour éviter des conflits juridiques lors d'un éventuel divorce ou d'un décès. cela signifie qu'il faut, dès l'acte de mariage, ou par un contrat notarié, opter pour une clause claire quant à la loi applicable, n'est-ce pas? Exactement. C'est une mesure préventive pour sécuriser l'ensemble du montage financier. Cela permet d'éviter des litiges sur la qualification des biens, par exemple, un apport provenant d'un pays étranger qui pourrait être requalifié Mhm. différemment. Le courtier doit donc être très attentif à ces éléments lors de l'audit patrimonial. En parlant d'outils pratiques, quels sont les outils et checklists utilisés pour sécuriser l'analyse patrimoniale dans ce domaine? Nous avons développé, plusieurs fiches pratiques et grilles d'analyse. Par exemple, il y a une checklist pour l'audit client qui répertorie toutes les questions à poser sur le régime matrimonial, l'origine des apports et les dettes Et existantes. Ensuite, on utilise des matrices de décision pour comparer les différentes options de structuration, comme le montage en indivision, ou encore pour calculer la récompense en cas de contribution propre non déclarée. donc, c'est une approche très méthodique qui combine d'abord une collecte d'informations rigoureuse, puis l'analyse à l'aide d'outils de simulation. C'est un vrai levier de performance pour l'IOBSP, car cela permet d'éviter des risques juridiques et de sécuriser le financement. Absolument. C'est ce qui permet au courtier de transformer une matière complexe en une expertise opérationnelle concrète. Et n'oublions pas que, en plus de sécuriser le montage, ces outils renforcent la posture commerciale du courtier en montrant sa compétence. Mhm. Et d'un point de vue commercial, cela permet aussi de fidéliser la clientèle, non? Les clients sont rassurés quand ils voient que toutes les vérifications ont été faites et que le dossier est complet. Exactement. La transparence et la traçabilité des conseils donnent confiance aux clients et aux partenaires bancaires. Cela contribue aussi à limiter les contentieux et à diminuer, par exemple, les remarques de l'ACPR en cas de manquement aux devoirs de conseil. Et pour conclure, on peut résumer que la maîtrise des régimes matrimoniaux, de l'audit patrimonial jusqu'aux garanties et outils de veille, transforme le courtier en véritable conseiller patrimonial. Est-ce bien cela? Exactement. C'est une transformation profonde qui non seulement sécurise la transaction, mais permet aussi au courtier de se positionner sur un segment premium en apportant une valeur ajoutée unique dans la structuration du financement immobilier. Mhm. Merci pour cette discussion très riche et détaillée. On voit bien que pour réussir dans ce domaine, il faut non seulement maîtriser le droit, mais aussi se doter d'outils pratiques et d'une approche déontologique forte. En somme, transformer la complexité en levier de performance. Exactement, c'est l'excellence technique au service de l'humain et c'est ce qui permettra à l'IOBSP de demain de se démarquer. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles discussions d'expertise.